Parce qu'avoir un salaire et vivre de ce qu'on fait, ça je suis complètement d'accord, je ne remets pas en question. Là, rien contre l'argent, c'est contre la relation employeur-employé. C'est plutôt cet aspect-là qui me semble souvent pas particulièrement sain. Si on entend à la fois les patrons et leurs complaintes qui semblent légitimes, et les employés et leurs complaintes qui semblent légitimes, ça fait deux visions qui ne se retrouvent pas et chacun devient l'ennemi de l'autre. Non, c'est impossible pour moi de retourner dans le monde du travail normal. D'ailleurs, je pense que ce monde du travail est en train de se déliter tout doucement. Donc, voilà. J'ai l'impression, je crois que le système éducatif actuel, en fait, qui a lieu depuis au moins 100 ou 150 ans, ne nous apprend pas nécessairement à être des porteurs de projets, des indépendants, des initiateurs, mais plutôt des ouvriers. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été éduqués de manière à penser qu'ils sont en fait capables de prendre des responsabilités, des initiatives. Et je pense que c'est surtout là-dessus qu'un système comme les systèmes des communs se repose. Cela fait 6 mois que je confine dans mon jus. Je me nourris de Red Bull et de gaufres sèches. Je sens le souffle fétide de la capac dans mon cou. On m'a parlé du pair à pair, autrement appelé économie des communs peer-to-peer ou P2P. C'est un système économique alternatif et égalitaire. Aucune envie de me retrouver les fesses coincées entre l'antenne locale de l'ONEM et Deliveroo. Ressaisis-toi mon vieux. Il est temps de se sortir les doigts du cul. C'est parti. Il y a aujourd'hui un capitalisme qui exploite directement la coopération humaine. C'est-à-dire que les communs, traditionnellement, c'était l'ennemi du capital. C'est-à-dire le capital a commencé avec ce qu'on appelle les enclotures ou les enclosures. Donc on a en Angleterre et en Écosse au XVIe siècle, on a commencé à quadriller les communs, donc les terres qui étaient en commun pour les villageois. Et donc on les a privatisées. Et cette privatisation a créé le capitalisme. Michel Bowens, il est belge, c'est le théoricien du pair à pair, et en 2005 il monte la P2P Foundation qui étudie et développe la théorie des communs à travers le monde. Il habite en Thaïlande. C'est avec une main tremblante que je l'ai contacté par Skype. Quel est le problème aujourd'hui du changement social? Pour moi, elle est la suivante. Donc on a un vieux système qui était capital, État, nation. Donc ils s'entraident. Quand il y a un des trois qui est en danger, les deux autres vont se mobiliser. Et avant, quand le capital exagérait, le peuple pouvait se mobiliser, reprendre le contrôle de la nation, par exemple en votant pour la gauche, et donc l'État allait rediscipliner le marché. On voit bien qu'on n'est plus capable aujourd'hui, au niveau national, de rediscipliner le capital qui est transnational. Donc ça veut dire qu'on doit transposer notre force civique, donc on doit nous aussi pouvoir s'organiser au niveau transnational et donc pouvoir mettre de la pression et un contre-pouvoir par rapport à ce qui s'est passé au niveau du capital financier. Et sinon on ne va jamais s'en sortir, on est prisonnier de ces forces. Transnational, mon capital. C'est flou. Suis-je? Plus de café. Mais le pair à pair, concrètement, c'est quoi? Donc le pair à pair, ça vient à l'origine un concept de l'informatique où chaque ordinateur pouvait se connecter, se parler avec chaque autre ordinateur dans le monde sans qu'il y ait un serveur au milieu. Et donc, du coup, ça veut aussi dire que les gens peuvent se connecter entre eux sans intermédiaire et donc s'auto-organiser d'une façon digitale, aussi bien localement que translocalement, mondialement. Or, dans ces systèmes comme Deliveroo, ce n'est pas du tout le cas. En fait, vous avez, entre les travailleurs et la demande, vous avez la plateforme avec une boîte noire qui est les algorithmes qui sont gérés par l'entreprise. Et en général, ces algorithmes sont gérés pour déprimer le coût du travail et donc offrir un service qui sera moins cher aux clients. Donc en fait, on favorise le client au détriment du monde du travail. Et on fait que les travailleurs sont en compétition les uns contre les autres. Donc c'est le contraire du pair à pair. Donc on emploie le même langage et on utilise le concept de pair à pair en fait pour créer une fiction. Et cette fiction, c'est que ce sont des travailleurs indépendants qui travaillent quand ils veulent et qui prennent leurs propres décisions.
Des sociétés comme Uber, comme Airbnb, comme Google et Facebook, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des plateformes qui nous laissent échanger ou partager la connaissance et communiquer ensemble, etc. Et ce sont en fait des pseudo-communs. C'est-à-dire qu'ils apparaissent comme communs à l'extérieur, mais ils sont très très bien contrôlés d'une façon centrale. Et donc en fait, on approprie la coopération dans ces plateformes. Donc on va sur Facebook, on échange, on apprend, mais c'est notre temps de cerveau qui est vendu à la publicité. Alors que je dégustais une bonne feuille à 4, je m'interrogeais sur le bien fondé du pair à pair. Oui. Comment faire la différence entre un système de pair à pair vertueux et un système le manipulant pour nous exploiter? C'est fumeux. Je sens la carotte arriver. Il faut être sélectif. Mais on ne peut pas nier le rôle très très important et très déterminant des technologies. Mais les technologies ne sont pas neutres, c'est-à-dire qu'on peut prendre une technologie et faire un design différent qui marche pour nous. Quelque chose qui ressemble à Uber ou Airbnb, par exemple, fait Airbnb, mais plutôt que de laisser des propriétaires gérer pour nous, on dit on va créer une plateforme qui nous appartient à toutes les parties prenantes du projet. Alors souvent, c'est déjà beaucoup plus des vrais communs. Il y a quand même des choses assez extraordinaires déjà à Bruxelles. Il y a Comuna qui est très actif. Ça, ce sont des mouvements orientés communs qui ont le commun comme centre de leur philosophie du changement social. Comuna est un collectif bruxellois, reprenant des bâtiments abandonnés pour les mettre à disposition d'associations et d'habitants du quartier. J'enfile un survêt de peau de pêche et contacte Antoine et Margot du pôle Maxima pour une petite visite. Ça, c'est le gros bâtiment, donc 144 rue du Monténégro. Ouais. C'est un bâtiment c'est une occupation qui est temporaire. Ouais. C'est même une occupation qui est transitoire. On est en train de créer une cuisine partagée où il pourra y avoir des ateliers, notamment adultes, enfants. Ici, derrière la porte, il y a un atelier radio avec 3 ASBL qui se sont mis ensemble. Oh, ça a hyper changé. C'est ici qu'on va avoir les logements. Donc, en gros, c'est 14 chambres pour des femmes avec ou sans enfants, avec ou sans papier. Et c'est un habitat, ce qu'on appelle un habitat groupé. Donc ici, c'est clairement le stock, bazar. Ça, c'est les bureaux partagés. Ok. Bon, il n'y a personne dans les bureaux, mais c'est normal, c'est parce qu'on est tous en boost ménage aujourd'hui. Non, mais l'équipe Cyclone, qui font partie d'un des collectifs occupants, et qui ont hyper bien investi leur espace. Le projet de Comuna s'ancre dans la thématique des communs, au moins de 3 manières différentes. La première, c'est qu'on partage, on met en commun des choses matérielles, que ce soit des bâtiments, une camionnette, de la bouffe, des outils. La deuxième chose, c'est la co-gestion des lieux et des projets. Et donc en gros, ici, c'est de la mise en commun des outils de gouvernance. La gestion de celui-ci, mais comme de tous nos autres lieux, est gérée en commun. Et donc on va proposer de mettre des problématiques sur la table, de les détricoter en intelligence collective et de prendre des décisions qui conviennent à tous les gens qui sont assis autour de cette table. Et la troisième chose, pour moi, qui est importante quand même, c'est les sous. Donc on a de l'argent qui arrive dans un compte qui est dépensé pour nos dépenses techniques, de travail, etc., enfin de chantier. Et puis après, il y a une manne qui reste et qu'on doit se diviser entre les travailleurs. Et ici, par exemple, peu importe l'ancienneté des travailleurs, peu importe leur statut, le boulot qu'ils font, tout le monde est payé la même chose. Et donc je pense qu'ici, on considère justement l'argent comme un commun qu'on se répartit. Ici, dans un plus petit groupe, qui est les 20 personnes qui travaillent dans la sauce. Plutôt que de travailler comme des dingues, on essaye justement de plutôt engager des nouvelles personnes quand on a trop de boulot sur les épaules.
ce qui fait qu'on ne peut jamais s'augmenter et on est payé un salaire de misère, ce qui fait qu'en fait, au lieu d'avoir un mode de vie calqué sur le mode de vie habituel, ce qu'on fait, c'est plutôt réduire nos dépenses de plein de manières différentes. Et donc je crois qu'il y a une refonte douce des manières de vivre, et donc sûrement qu'il y aurait une refonte des emplois à terme. Mais est-ce que du coup aussi vous interchangez un peu les rôles parfois? Effectivement, on a plusieurs pôles d'activité et une de nos maximes phares, c'est de dire que les pôles ne sont pas nominatifs. Et donc là, par exemple, justement maintenant, moi je m'occupe du développement des nouveaux projets et il y a Nora qui va probablement me rejoindre dans les mois qui arrivent. Elle était à la com, elle a envie de changer, elle sent qu'il y a un besoin du projet de faire plus de développement de projet et surtout plus de logements. Et donc elle est en train de changer son cadre de mission pour me rejoindre, en tout cas en partie, dans le développement. Microfactory est un collectif permettant à des artistes de louer un espace pour avoir accès à des machines en ferronnerie, ébénisterie, robotique, tissage, sérigraphie, des gens passent. Le système est horizontal, chacun repart avec les bénéfices de son activité. J'y vais très, très bien accompagné. Aux abattoirs d'Anderlecht, Gilles Penaud répond à mes questions. Microfactory, au départ, ça s'appelait pas Microfactory, c'était juste une bande de potes. On s'est dit, tiens, on bricolerait bien, on a des idées, on le fait pas. Là, c'est là qu'il y a eu un pro, un ébéniste, qui s'est dit, bah, tiens, là, il y a en fait moyen, grâce à cet endroit-ci, en l'aménageant un peu, ça pourrait me passer d'avoir un atelier. Et donc, il a dit, bah, la proposition que je fais, c'est je viens, je vous aide à le monter en échelle pour que ça puisse vraiment être un atelier de pro. J'ai tout l'équipement, donc je viens avec mon équipement aussi. Et voilà, et moi je m'y retrouve à ne plus avoir cette charge-là. C'était chouette qu'il y ait ces machines en partage comme ça, mais d'un côté c'était particulier, il y a quelqu'un qui avait ces machines qui mettait en partage, et tu avais 10 autres personnes qui faisaient leur métier en utilisant ça. Et est-ce qu'on ne devrait pas un petit peu formaliser tout ça pour que ça marche mieux? Parce que évidemment ça crée des petites tensions, ça fait on a quelque chose qui marche. Il faut équilibrer les usages et les contributions, que ce soit en temps ou en argent. Et donc l'abonnement, ça couvre ça. Ça couvre le cadre qui permet la mise en commun. Mais le fond du fond, c'est vraiment ça. On a un cadre qui permet la mise en commun, et puis plein de gens qui font le commun réellement. Tout ce qui arrive ici à l'intérieur, à la limite, c'est presque pas Microfactory qui le fait. Les gens ont des envies, les gens développent des choses, et ils s'arrangent pour que ça arrive. Et le modèle économique deviendrait énormément plus simple si on se disait, ben voilà, la Microfactory prend des commandes, bénéficie d'un écosystème immense et va les redistribuer, et prend sa part sur les commandes qui sont réalisées. Mais on s'est rendu compte en faisant un essai que tout de suite on tombe dans une dynamique très dangereuse, où il y a un lien de subordination qui se crée. Du coup, on peut mettre la pression, et nous-mêmes, avec toute la bonne volonté qu'on a, on s'est retrouvés à mettre un peu la pression en disant « Ah, quand même, la fraiseuse CNC, vous ne pouvez pas la libérer parce que pour le projet Microfactory, et allez, c'est un projet Microfactory, des prix, allez, c'est sympa, quoi. » Et tout de suite, la relation devient une bête entreprise dès que c'est la Microfactory qui rapporte les affaires ou bien qui a son regard à avoir sur les gens. Et donc c'est beaucoup plus sain d'avoir des coalitions d'entrepreneurs qui utilisent ça et qui se mettent en coalition selon leurs termes et avoir un commun qui peut être au bénéfice de ces coalitions. Et il y a une discussion ouverte et un rapport de force équitable entre les deux. Comme il y a les artisans qui sont chacun indépendants mais qui collaborent librement entre eux, et le fait qu'ils collaborent librement entre eux, ça apporte toute la richesse. Il faut que ce soit pareil au niveau des hubs de production, que chacun collabore librement et toute la richesse va venir de là. Donc ça c'est l'enjeu, donc de créer une économie qui ne soit pas extractive par rapport au commun, mais générative par rapport au commun. Donc, est-ce qu'on peut créer des modèles économiques qui marchent pour nous plutôt que qui sont à notre détriment? Ils sont aussi organisés de façon coopérative et ils emploient des méthodes open source par rapport à la connaissance qui est générée dans ces endroits. Donc, moi, je trouve que c'est un très très beau modèle en fait, qui est tout à fait dans le cadre des communs. Il y aura besoin de plein d'ateliers partagés comme ça, et donc notre ambition, c'est surtout, pour revenir à la question précédente, notre ambition, c'est surtout d'arriver à en faire une et d'arriver à faire le modèle qui va avec, le blueprint, donc pour pouvoir partager et pour pouvoir aussi apprendre des autres qui travailleront en parallèle, parce que c'est un modèle à répliquer ensuite.
L'idée, c'est qu'on ait une grosse communauté qui va co-gérer le lieu, en tout cas pour les décisions disons qui concernent tout le monde. On va prendre ces décisions-là ensemble en assemblée générale. C'est pour ça qu'on a appelé ça un appel à commun. C'est plutôt qu'un appel à projet qui met les gens en compétition. Ici, c'était plutôt, OK, en fait, on a tel espace, dans tel cadre. Et il faudra probablement, pour certaines personnes, payer un peu de contribution financière. Il faudra participer à la dynamique du lieu. Il faudra faire des travaux, repeindre, etc. Comment est-ce qu'on peut faire ça ensemble avec la majeure partie des projets qui sont présentés à l'appel à commun? Et donc, ce que ça m'apporte, moi, c'est en fait, c'est que je peux vraiment réaliser les idées qui me passent par la tête. C'est plus des choses que j'imagine et qui ne se réaliseront jamais. C'est que j'ai potentiellement une équipe de 19 personnes avec moi qui va réaliser les choses que je veux faire ou que je vais contribuer à réaliser les choses que les autres veulent faire. Donc on a une force de frappe assez impressionnante. On est dans l'intelligence collective. Et puis il y a toujours cette tentation dont je ne suis pas fier, dont on n'a pas envie, c'est de dire j'ai développé tout ça, j'en ai bavé, est-ce que je le donne aux voisins? Et quand on regarde un petit peu le défi à faire et tout, évidemment, il faut le donner aux voisins. Et en plus, en général, il n'y a vraiment rien à perdre, enfin même tout à gagner à le faire. Mais il faut arriver à acquérir un tout petit peu de confiance. Et on approche de ça, et c'est quelque chose qu'on commence à essayer de mettre en place. Des initiatives de commun ont déjà sûrement mangé le bitume. Quelles sont ainsi les limites de l'horizontalité? Je contacte Véronique Van Espen, coordinatrice de l'association bruxelloise pour le bien-être au travail. Il faut aussi se rendre compte que l'horizontalité totale, elle est assez rare. On voit des situations, des associations qui fonctionnent sur un modèle assez fort horizontal, où par exemple, il y a des décisions qui ne se prennent plus. On observe des réunions, on discute, on tourne en rond quelque part, et il n'y a jamais un point d'arrêt. Il y a toujours un moment où il y a des accords, où il y a des tensions, et donc il faut garantir une procédure. On décide de faire des choses ensemble parce qu'on s'aime bien, pas parce qu'on est complémentaires au niveau des compétences, par exemple. Et oui, dans les conflits d'équipe, souvent, il y a le fait qu'il manque un petit peu de verticalité pour sortir du conflit, quoi. Sinon, on est dans de l'affect à 100%, au travail, ça va pas le faire, quoi, hein. Pour autant que, quand on est dans du vertical, on en a trop de structure et il manque de l'humain. Quand on est dans l'horizontal, de l'humain, on en a tout plein, mais ça manque fondamentalement de structure. Moi, j'ai fait une étude à Gand. Il y avait 50 projets orientés communs en 2008 et il y en avait 500 en 2017. Donc c'est quand même énorme. Et ce chiffre se confirme dans beaucoup d'autres villes en Europe et ailleurs. Gand, c'est petit, c'est 250 000 habitants. Il y a une histoire à Gand de villes libres au Moyen-Âge. C'est là où les syndicats se sont formés en Flandre au XIXe siècle. Il y a déjà 18 ans de coalition semi-progressiste dans la ville. Donc il y a un travail de participation qui s'est fait. Donc l'État, c'est un arbitrage dans des sociétés inégales. Et c'est pour ça que l'État, on ne peut pas le délaisser, parce que simplement enlever l'État, ça ne solutionne rien, parce qu'il y a toujours des pauvres et des riches. Donc c'est pour ça que la démocratie, même si elle est imparfaite, même si elle est handicapée, ça reste quelque chose pour moi qui est utile pour le peuple. C'est pas quelque chose à rejeter non. On doit continuer cette lutte. Et aussi longtemps qu'il y a des inégalités dans la société, il y aura des institutions qui vont, d'une certaine façon, faire l'arbitrage dans ces conflits. Donc on peut très bien envisager une société avec plein de communs, mais qui reste assez inégalitaire. Et voilà. Et donc le rôle de l'État, c'est de devenir un État partenaire, un État qui stimule l'auto-organisation des individus et des collectifs, mais qui en même temps veille sur ce que j'appelle les communs des capacités. C'est-à-dire faire en sorte que chaque citoyen a accès à toutes les ressources qui permettent de se développer, en sorte qu'il peut devenir un citoyen contributeur, collaborateur, participant, etc. Les communs peuvent-ils s'appliquer à différents domaines et peuvent-ils s'appliquer à l'échelle de la société? On est dans un système qui permet de je pense, réellement changer la société. À notre mesure, tu vois, on n'est encore que 20,
Mais voilà, d'avoir une influence. C'est assez chouette de voir que, justement, en même pas 10 ans, on a construit un projet qui a gagné de la crédibilité au niveau régional, qu'on se fait écouter par les responsables politiques, qu'on parle je sais pas, aux responsables de l'université, etc. Et donc on peut aller voilà, créer des projets qui font sens et qui surtout, je sais pas, donnent un peu l'espoir aux gens que changer le monde dans lequel on vit est possible. Je pense juste qu'il s'agit de ne pas avoir peur, de ne pas avoir froid aux yeux. Il faut que les patrons et les patronnes n'aient pas peur de diluer leur pouvoir parce qu'en fait, ça va, je pense, augmenter le bien-être de leurs employés et aussi d'eux-mêmes et surtout, probablement, augmenter leur innovation, leur productivité, etc. Ça m'apparaît de plus en plus clair que pour changer notre mode de consommation, la partie facile, c'est qu'il faut changer notre mode de production pour avoir des alternatives à notre mode de consommation. Mais juste en dessous de ça, pour changer notre mode de production, il faut changer notre mode d'organisation. Et je crois que c'est vraiment un modèle qui marche. Je ne prétends pas que c'est le seul, mais je crois que c'est vraiment un modèle qui marche et qu'on entrevoit la richesse que ça a et que énormément de choses semblent d'un autre temps quand on commence à voir les richesses qui se passent, quand des gens collaborent librement autour de ressources mutualisées. Ça semble évident que c'est une piste au moins plus intéressante que les modèles de la révolution, issus de la révolution industrielle. Donc oui, je crois que c'est un modèle d'avenir. Est-ce que ça peut se transmettre à d'autres choses? Je vois pas de raison que non. Couillu, mon cher Gilles. Les choses sont posées, claires, nettes, provocantes presque. Placardées sur mon papier peint, dernier cri. Le reste, désormais, ce n'est plus à moi d'y répondre. C'est à nous.